Le Cameroun est le seul territoire d'Afrique subsaharienne occupé par la France à avoir connu une véritable guerre de libération. Longtemps passé sous silence à la fois par le désintérêt des médias français et par la volonté délibérée des autorités de masquer les exactions commises par l'armée française sur place, cette guerre reste profondément ancrée dans la mémoire collective camerounaise, marquée par un bilan humain très conséquent. Et même s'il est difficile de déterminer précisément le nombre de morts, on estime que la guerre du Cameroun a fait des dizaines de milliers de victimes, laissant derrière elle des traumatismes durables. À l'approche de l'élection présidentielle au Cameroun, il nous a paru essentiel chez Histoire Crépue de revenir sur cet épisode que la France a longtemps tenté d'effacer des mémoires, mais que le peuple camerounais, lui, n'a jamais oublié. Cette deuxième vidéo s'inscrit dans une série de 3 vidéos produites par Histoire Crépue. Alors si vous avez vu la première et que vous êtes désireuse ou désireux d'avoir d'autres contenus comme celui-ci, pensez à nous soutenir sur le site histoirecrépue.fr. Je m'appelle Samuel Fergombé, je suis le créateur d'un média qui se nomme l'Étincelle Média, un média qui invite des chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales afin de parler de grandes problématiques de notre temps. On fait aussi des reportages divers, le dernier en date étant sur le cacao en Côte d'Ivoire. Pour nous retrouver, c'est sur YouTube, TikTok ou encore Instagram, on mettra les liens dans la description. Dans la première vidéo de cette série, nous avons vu comment la France s'est emparée du Cameroun après la Première Guerre mondiale, et comment, alors que le pays était géré de manière brutale et violente, un mouvement indépendantiste a commencé à émerger avec la naissance de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Comme nous l'avons expliqué dans la vidéo précédente que nous vous recommandons vivement de regarder pour bien comprendre le contexte de cette guerre, l'UPC a porté plusieurs revendications majeures. La réunification du Cameroun, la fin de la tutelle française et l'indépendance du pays. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment la guerre du Cameroun illustre non seulement la volonté d'empêcher toute réelle indépendance, mais aussi la continuité de l'impérialisme français sur le territoire camerounais. Aussi, comme pour les autres vidéos de cette série, nous avons pris la précaution d'interroger des chercheuses et chercheurs, ainsi que des journalistes qui ont travaillé sur ce sujet afin d'avoir leur éclairage. Dès sa création, l'Union des populations du Cameroun suscite la méfiance des autorités coloniales françaises. Le mouvement, porté par des jeunes Camerounais venus des cercles marxistes et du syndicalisme, inquiète. Paris redoute de voir émerger des soulèvements semblables à ceux qui ont secoué l'Asie et le Moyen-Orient à la fin des années 1940. L'inquiétude des colons français grandit chaque jour, car l'UPC ne se contente pas de réunir des associations traditionnelles et des sociétés de cultivateurs, d'organiser des meetings ou de publier des journaux comme La Voix du Cameroun, Lumière ou Vérité. Le mouvement va plus loin. Il rassemble des populations aux langues et aux cultures différentes. Pour reprendre l'expression de l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, l'UPC décolonise les esprits et ouvre la voie à l'émancipation du peuple camerounais. Pour parvenir à cette émancipation, mettre fin au système colonial et obtenir une réelle indépendance, l'UPC fait preuve de pragmatisme et refuse tout recours à la violence. Grand lecteur de Gandhi, Ruben Umniobe estime qu'il faut privilégier une lutte légaliste et pacifique, exposer au grand jour les contradictions des Français et des Britanniques, plutôt que de bouleverser l'ordre colonial par la force. Entre 1952 et 1954, Niobe et l'UPC sont entendus à plusieurs reprises par les Nations Unies. Mais les autorités coloniales françaises repoussent sans cesse la fin de la tutelle prévue par les accords de 1946, retardant ainsi l'indépendance du Cameroun. Face à cette situation, l'UPC monte le ton et propose de fixer la fin de la tutelle à 1956. Toutefois, pour ne pas perdre pied sur le territoire camerounais alors que son emprise pourrait vaciller face à un mouvement politique complètement pacifiste et légaliste, l'administration française commence à mener une véritable guerre froide contre l'UPC et ses membres. Cette guerre froide prend la forme de surveillance policière, de perquisitions chez les membres de l'UPC, d'intimidation, de corruption, mais aussi de fausses oppositions à l'UPC. Parmi les dispositifs mis en place par l'autorité coloniale pour éradiquer ou marginaliser l'UPC, il y a le fait de soutenir ou même de créer des partis camerounais ou des mouvements camerounais qui vont pouvoir publiquement s'opposer à l'Union des populations du Cameroun. C'est ce qu'un administrateur colonial français appelle les oppositions africaines. C'est-à-dire susciter, il dit il faut qu'on suscite des oppositions africaines pour contredire les thèses de l'UPC. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Donc un certain nombre de mouvements politiques vont être créés par l'administration, financés par l'administration, aidés par l'administration, pour que l'UPC soit contesté sur la scène publique camerounaise. Que parfois, en faisant le coup de poing d'ailleurs, hein, on les envoie taper les responsables de l'UPC, justement pour créer du trouble et pour justifier le fait d'intervenir, d'envoyer la police intervenir et puis du coup d'arrêter, pourquoi pas, des UPCistes.
La fausse opposition, qu'il s'agisse de partis pro-français ou de formations politiques cherchant à exploiter les divisions ethniques et régionales du Cameroun, se transforme progressivement en une répression directe contre l'UPC. En 1954, craignant de perdre le contrôle du Cameroun et redoutant l'effet sur d'autres colonies, la France nomme successivement 2 hauts commissaires, Roland Pré puis Pierre Messmer, chargés de neutraliser l'UPC. En appliquant des méthodes brutales, psychologiques et violentes inspirées de la doctrine de guerre révolutionnaire de l'officier Charles Lâcheroy, cette guerre qui était froide se transforme progressivement en une véritable guerre. L'administration française va constater que ce parti est devenu très populaire et elle va donc, avec la chute de Dien Bien Phu, essayer d'envoyer au Cameroun une leçon de guerre révolutionnaire, qui est une brochure produite par le colonel Lâcheroy qui a combattu en Indochine. C'est cette brochure qui sera exploitée par le haut-commissaire Roland Pré pour produire une circulaire prescrivant les méthodes de propagande et de contre-propagande à développé contre l'Union des populations du Cameroun. Et ceci est chose faite dès janvier 1955. Et je précise que Roland Pré va exploiter la leçon de guerre révolutionnaire envoyée au Cameroun par le colonel Lâcheroy. Donc c'est cette circulaire produite qui sera presque la Bible à déployer pour combattre l'Union des populations du Cameroun à cette période. L'année 1955 marque un véritable tournant. Alors que des élections locales sont organisées pour donner l'illusion de démocratiser le pays et affaiblir l'UPC, le mouvement lance en mai des manifestations pacifiques à Douala et Yaoundé pour mettre la France face à ses responsabilités, l'indépendance et la réunification du Cameroun. Mais la réponse est brutale. L'administration coloniale tire à balles réelles et des centaines de personnes sont tuées. On a un parti, un mouvement politique, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui réclame l'indépendance, la réunification, à une autorité de tutelle. L'autorité de tutelle refuse. L'Union des populations du Cameroun hausse le ton en disant « bon, nous, on réclame ça, maintenant, on va demander un délai. » C'est-à-dire on accepte d'être encore sous la tutelle française, mais pas indéfiniment. Donc on voudrait que en 1955 ou en 1956, cette tutelle soit levée et qu'on devienne véritablement indépendant. Ça énerve l'administration française qui dit « Ouh là là, c'est vrai qu'on s'est engagé devant les instances internationales à amener ce territoire à l'autonomie interne ou à l'indépendance, ils nous mettent un peu la pression, comme on dit. » Donc cette pression monte, on commence par, cette pression se traduit par une répression des autorités coloniales contre les leaders de l'Union des populations du Cameroun, répression judiciaire, administrative, harcèlement, etc., etc., ce qui crée de plus en plus de tensions jusqu'à l'éclatement des violences, de violences collectives en 1955. C'est pour ça qu'un certain nombre de gens datent le début de la guerre du Cameroun en 1955 avec les émeutes de 1955. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a eu là un début peut-être d'insurrection populaire contre la tutelle coloniale. Mais il y a une autre date qui est peut-être plus crédible, ou en tout cas plus solide, qui serait la fin de l'année 1956, au moment où Pierre Messmer, qui est à l'époque haut-commissaire de la France au Cameroun, une sorte de préfet de la France au Cameroun, décide d'organiser des élections alors que l'Union des populations du Cameroun a été interdite l'année d'avant. Donc en gros, pour expliquer la situation, on a quelqu'un qui organise des élections, mais le seul parti qui demande l'indépendance est interdit d'élections. Donc évidemment, c'est des élections sans choix. Ça pose problème. Et là, l'Union des populations du Cameroun va décider de mettre sur pied des structures de résistance. En l'occurrence, le Comité national d'organisation, CNO, qui est la première structure de résistance physique, on va dire, pour organiser le boycott de ces élections pipées, de ces fausses élections en réalité. Et ils vont effectivement réussir à faire dérailler le processus électoral, notamment en Sanaga-Maritime, qui est la région de naissance de Rouben Oumniobé, le secrétaire général et la figure emblématique de l'Union des populations du Cameroun. Et ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir réussi à faire dérailler le processus électoral va amener l'autorité française à réprimer très durement le mouvement, en envoyant pour le coup des militaires, des parachutistes, et en commençant à commettre des massacres. Donc, il est possible, on pourrait dater le début de la guerre à ce moment-là aussi. Mais en tout cas, c'est au milieu des années 50.
Alors que l'UPC prônait la lutte pacifique, la répression s'intensifie. En juillet 1955, le mouvement est même interdit. C'est le début de la guerre coloniale. Si on dit souvent qu'elle a duré 5 ans, dans les faits, celle-ci en a duré plutôt 16 et ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui pour celles et ceux qui ont l'opportunité d'aller au Cameroun. L'interdiction par décret colonial de l'UPC, l'application par l'autorité coloniale de doctrines contre-submersives pour mater les indépendantistes ainsi que l'assassinat du leader de l'UPC Ruben Unyobé en 1958 entraîne un soulèvement d'un certain nombre de militants qui s'organisent en armée, avec notamment la création de l'Armée de Libération Nationale du Cameroun, l'ALNK. Située dans les régions Bassa et Bamileke, l'ALNK c'est une armée de résistance dont la mission est clairement définie par l'article 1er de ses statuts. L'ALNK est un instrument qui permettra au peuple de poursuivre sa lutte révolutionnaire contre l'impérialisme franco-britannique et ses alliés américains et ouest-allemands jusqu'à l'aboutissement de ses objectifs politiques et d'instaurer une fois la victoire acquise un régime de démocratie nouvelle qui assurera le bien-être de la nation et de son peuple. C'est donc la répression de ces émeutes qui va contraindre les nationalistes, les indépendantistes à mettre sur pied des structures armées, notamment le CNO, qui est le Comité national d'organisation, et la branche jumelle appelée le SDN, Sinistre de la Défense nationale camerounaise, qui va se transformer en Sinistre de la Défense nationale camerounaise, qui est une autre branche armée de l'UPC qui est représentée surtout en région Bamileke et dans le Mungu. C'est donc ces structures armées qui vont répliquer aux différents assauts de l'administration française en s'attaquant aux biens des personnes et des chefs qui soutiennent l'administration française. Et ce sera donc feu qui est mis sur le baril de poudre et cela va embraser l'ouest du Cameroun, le Mungu et la Sanaga maritime, le Vouri également. La LNK ne se contente pas de simples attaques militaires, elle organise également des réseaux de soutien populaire, assure la protection de civils favorables à la cause indépendantiste et tente de diffuser des idées politiques à travers la population. L'objectif n'est pas seulement de combattre l'occupant, mais de préparer la population à une vision politique nouvelle, fondée sur les principes de démocratie directe et de justice sociale. Au fil des années, la LNK devient un symbole de résistance nationale. Bien que l'armée coloniale réponde par des campagnes de répression sanglantes, les actions de la LNK contribuent à maintenir le rêve de l'indépendance du Cameroun. Un rêve qui pour autant va se trouver compromis par la France et la mise en place d'un véritable régime autoritaire sous son emprise. Alors que l'UPC, par sa branche armée, s'efforce de concrétiser l'objectif d'une indépendance réelle et d'une réunification du Cameroun, la France met en place une stratégie visant à neutraliser toute velléité de souveraineté complète. Plutôt que de céder pleinement le pouvoir, elle prépare des accords soigneusement structurés pour maintenir son influence. Ceci prévoit un transfert de souveraineté vers un gouvernement local choisi par Paris, tout en conservant le contrôle sur l'économie, l'armée et l'administration. Ces accords incluent également l'implantation de conseillers français dans les principaux ministères et la sécurisation de ressources stratégiques au travers de concessions et de contrats favorables aux entreprises françaises. La même mise de la France sur le Cameroun, c'est une affaire planifiée dans la mesure où 2 ans après, notamment en 1950, après la création de l'Union des populations du Cameroun, les techniciens, les stratèges économiques français envoient un document intitulé Note sur la souveraineté française au Cameroun. Et dans ce document, il est suggéré aux décideurs français d'investir dans les secteurs clés de l'économie camerounaise. Il s'agit d'investir dans les ports, les chemins de fer, les barrages et les terrains d'aviation. Ceci à travers un bail amphithéotique de 99 ans. Et il est inscrit dans ce document que cette action devrait être menée à l'insu des parlementaires camerounais dans la future assemblée projetée. C'est des dispositions qui seront effectives parce que j'ai pu le vérifier. Des aéroports, les terrains des aéroports étaient concédés à l'administration française pour ce bail de 99 ans. L'ambassade de France est implantée sur un terrain régi également par ce bail de 99 ans. Et
la France a effectivement investi dans la production de l'hydroélectricité, notamment par le barrage de Déa et avec des prix préférentiels que on peut retrouver dans l'ouvrage Cameroun que nous avons produit. Vous comprenez donc que la mainmise était une opération bien planifiée, ce n'était pas un fait du hasard. Dans ce dispositif, un homme émerge rapidement comme l'acteur central, Amadou Ahidjo. Originaire du nord du Cameroun, il est issu d'une famille influente dans l'administration coloniale et bénéficie d'une solide formation auprès des autorités françaises. Sa carrière débute dans la fonction publique où il se fait remarquer pour sa loyauté et sa capacité à négocier avec l'administration coloniale. Ces qualités font de lui un candidat idéal pour Paris qui cherche un leader local capable d'assurer une transition contrôlée vers l'indépendance tout en préservant les intérêts français. C'est quelqu'un qui vient du nord du Cameroun, qui a été formé pour devenir un petit auxiliaire de l'administration coloniale. Il était télégraphiste, il travaillait dans la poste, en gros, poste et télécommunications. Et puis il a été parrainé par un chef d'entreprise français qui s'appelait Rocaglia, qui a dit « Ah, il est bien ce petit-là, il faut le faire monter, voilà ». Et puis il a été, grâce à ce soutien, à ce parrainage, il a été élu à l'Assemblée territoriale du Cameroun en 1947, l'ATCAM, où il va devenir donc un parlementaire en fait, croupion mais un parlementaire quand même. À partir du début des années 50, 52, 53, il devient un des représentants du Cameroun à l'Assemblée de l'Union française à Paris, où là il est à nouveau pris sous son aile par des Français, en l'occurrence Louis-Paul Ojula, qui est une figure très importante à l'époque puisqu'il est ministre dans le gouvernement français, il a été ministre pendant des années ou secrétaire d'État de la France d'outre-mer, donc c'est quelqu'un de très important et qui prend Ahidjo comme d'autres sous son aile pour justement susciter, faire monter des responsables politiques camerounais pro-français en fait. Et c'est intéressant, j'ai pris un papier là parce que j'avais retrouvé quelques citations de militaires ou d'administrateurs français sur Ahidjo. Et il y a un militaire français, un général français qui dit, je le cite, Amadou Ahidjo est le meilleur ou le moins mauvais, on voit tout le mépris là pour le personnel politique, le meilleur ou le moins mauvais des hommes politiques du Cameroun, tant à cause de ses dons que parce qu'il semble disposé à maintenir le Cameroun dans l'orbite de la France après le 1er janvier 1960. Donc ça c'est quelqu'un qui écrit avant l'indépendance, entre guillemets, du Cameroun, et qui dit lui il est bien parce qu'il veut maintenir le Cameroun sous domination française, malgré l'indépendance. Voilà. Et il y a une autre citation qui est intéressante aussi, c'est un futur ambassadeur de France au Cameroun, qui écrit dans un rapport, il refait l'histoire d'Ahidjo, dans un rapport secret évidemment, et il dit « Ahidjo est devenu, plus vite qu'on ne le pensait, ce qu'on savait qu'il deviendrait ». Je trouve cette phrase extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que ces gens, militaires, administrateurs ou ambassadeurs, ils considèrent Ahidjo comme leur chose en fait. C'est incroyable. C'est pas vrai qu'Ahidjo était leur chose. Ahidjo, il avait sa propre agentivité, comme on dit. Il avait sa propre indépendance d'esprit. Sauf que cette agentivité, il l'a mis au service lui aussi de la puissance coloniale ou néocoloniale. 2 mois avant la proclamation officielle de l'indépendance, Ahidjo est installé comme le seul maître du Cameroun. Fortement soutenu par la France, il transforme le pays en une sorte de colonie de facto sous un régime autonome. Dès ses premiers mois au pouvoir, il restructure l'appareil d'État en une machine de contrôle et de répression, s'inspirant des méthodes coloniales pour neutraliser toute opposition. Avec l'appui direct des forces françaises, il procède à des arrestations massives, à des tortures, à des exécutions ciblées. En 1971, l'exemple le plus frappant de cette politique est l'arrestation et l'exécution publique d'Ernest Rwandier, symbole de la résistance armée et politique contre le régime. La guerre du Cameroun a eu pour objectif de mettre au pouvoir ce type de gens. L'idée, c'était de dire, puisqu'on ne pourra pas empêcher l'indépendance indéfiniment, on l'a promise en 1946 dans les statuts de tutelle, il y a une pression très forte. Un certain nombre de pays dans le monde entier, de colonies, sont en train de devenir indépendantes. Donc en gros, au Cameroun, on ne pourra pas ne pas céder l'indépendance. Donc la grande question à partir de 1956-57, c'est comment on va pouvoir octroyer l'indépendance au Cameroun tout en gardant la main sur ce pays. Donc comment on va faire pour garder ce pays dans l'orbite française malgré l'indépendance. Et il y a un administrateur colonial très intelligent, Daniel Doustin, qui était le numéro 2, on va dire, de l'administration coloniale au Cameroun, qui avait théorisé ça très tôt. Dès 1956-57, il a dit il faut qu'on donne l'indépendance au Cameroun, mais il faut qu'on donne une fausse indépendance.
Et il l'écrit noir sur blanc, hein, c'est pas une invention a posteriori. Et la guerre du Cameroun a eu pour objectif de donner une fausse indépendance au Cameroun, de réduire le mouvement indépendantiste pour mettre à sa place, pour donner l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins. C'est une phrase d'ailleurs de Pierre Messmer, hein, qui dans ses mémoires dit ça, écrit ça textuellement. Notre objectif est de donner l'indépendance à ceux qui la réclament le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. Tout est dit. Éliminer politiquement et militairement ceux qui réclament l'indépendance pour la livrer à ceux qui ne la demandent pas. Alors que la France a réussi à maintenir son emprise sur le Cameroun, après une guerre ayant fait des dizaines de milliers de morts qui a abouti à une indépendance de façade et à l'instauration du régime autoritaire d'Amadou Ahidjo, nous verrons dans la troisième et dernière partie comment la France a longtemps occulté cette guerre. Nous analyserons également pourquoi le pouvoir actuel, celui de Paul Biya, demeure l'un des piliers de la France-Afrique. Cette partie nous permettra de comprendre comment la mémoire de la guerre est instrumentalisée par les pouvoirs en place, au Cameroun avec Paul Biya et en France avec Emmanuel Macron, empêchant toute véritable possibilité d'émancipation pour le pays et son peuple. Pour ne pas rater la troisième et dernière partie de notre série, cruciale pour comprendre les enjeux des élections présidentielles camerounaises, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube d'Histoire Crépue. Vous pouvez également nous soutenir sur le site internet histoirecrépue.fr afin de nous aider à produire d'autres vidéos de ce type. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos retours qu'on lira avec grande attention. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous avez appris des choses. Merci de nous avoir regardés et à bientôt sur la chaîne YouTube d'Histoire Crépue. Salut!